Chaque année, le Canada autorise environ 250 000 immigrants à entrer légalement dans le pays, ce qui représente près d'1% de la population totale. Cependant, certains politiques estiment que le pays devrait être plus ambitieux. Ils soutiennent que si le Canada veut rester pertinent à l'échelle internationale et se préparer aux difficultés économiques à venir, l'État doit doubler son apport annuel d'immigrants, avec pour objectif d'augmenter la population du pays à 100 millions d'ici la fin du siècle. L'ensemble du plan repose sur la sagesse conventionnelle, selon laquelle plus de personnes travaillent à un niveau de productivité constant, plus le produit intérieur brut est élevé. Bien que techniquement correct, un regard critique sur l'initiative révèle que les propositions sur papier ne se traduisent pas nécessairement bien en pratique. Je suis votre hôte Shirvan et bienvenue sur Caspian Report. Selon l'annuaire du Canada de 1868, le précurseur de l'annuaire annuel, produit par Statistique Canada. Sur la base du recensement de la population de 1861, les auteurs ont supposé que le taux de croissance de la population du Canada serait aussi rapide pour les 50 prochaines années qu'il l'avait été au cours de la décennie précédente. De plus, à l'époque, l'Amérique était le principal ennemi du Canada, et la possibilité d'un conflit armé entre les deux était une force motrice pour l'annuaire de 1868. En se basant sur la croissance démographique, les responsables à Ottawa ont cherché à estimer combien de troupes ils pourraient mobiliser en cas de conflit avec Washington. Ainsi, la dynamique démographique était motivée par des intérêts géopolitiques. Mais clairement, un autre round de combat n'a jamais eu lieu, et la croissance rapide de la population du Canada a ralenti, alors que les taux de natalité et l'immigration ont chuté, ce qui a conduit à ce que les prévisions ne soient pas atteintes. Il est intéressant de noter cependant que le concept d'un Canada avec 100 millions de citoyens est resté vivant. Avançons rapidement jusqu'en octobre 2016, un an après que le Parti libéral a été élu majoritaire. Le gouvernement relance l'initiative des 100 millions. Le Conseil consultatif économique du Premier ministre Justin Trudeau souligne que le taux de natalité du pays reste en dessous du taux de remplacement de la fertilité de 2,1, qui est le taux auquel une population se remplace d'une génération à l'autre. Tout aussi important, le Conseil consultatif a révélé que la population du Canada vieillit également trop rapidement et que le pays est à une décennie d'un point de pression démographique. Alors qu'actuellement, le Canada a 4 contribuables pour chaque retraité. D'ici 2040, ce nombre passera à 2, alors que l'espérance de vie moyenne atteindra 83 ans. Il n'y aura pas assez de contribuables pour contribuer à tous les programmes sociaux dont les gens ont pris plaisir à profiter et qu'ils attendent, comme l'éducation publique, les soins de santé et le soutien aux jeunes familles et aux citoyens âgés. La main-d'œuvre canadienne sera trop petite pour couvrir les coûts. Maintenant, ce sont tous des arguments valables, mais pour rectifier la crise démographique, le Conseil consultatif de Trudeau propose de doubler le nombre annuel d'immigrants à 450 000 par an d'ici 2021. C'est une condition préalable pour tripler la population actuelle du Canada d'ici la fin du siècle. Pour clarifier, l'initiative n'appelle pas à une immigration à frontières ouvertes, mais à un système d'immigration pour faire correspondre les travailleurs éduqués et qualifiés aux industries et aux endroits où ils sont le plus nécessaires. Les réfugiés sont exclus du plan. Cela étant, l'initiative n'a pas réussi à rassembler suffisamment de soutien dans la capitale et a progressivement disparu de l'agenda politique. C'est jusqu'à l'élection fédérale de 2019 lorsque les décideurs du Conseil consultatif se sont associés à la société de conseil McKinsey & Company et ont fondé un groupe de réflexion à but non lucratif appelé l'initiative du siècle. Leur objectif est comme avant, 100 millions de Canadiens d'ici 2100. Bien que les tendances économiques soient littéralement citées comme la force motrice derrière l'initiative démographique, il existe également de véritables motifs géopolitiques pour une population canadienne plus grande. Bien qu'il soit techniquement vrai que le Canada est le deuxième plus grand pays du monde en taille,
environ 35 millions des 37 millions de Canadiens vivent près de la frontière sud, à quelques heures de route de la frontière des États-Unis. Ils y vivent, non pas parce qu'il fait chaud, mais parce qu'au XIXe siècle, les Canadiens considéraient leurs voisins américains comme leurs ennemis. D'où le gouvernement canadien a encouragé les gens à s'installer près de la frontière sud, à des fins de défense à travers des forts, des chemins de fer, etc. Au fil du temps, les établissements du Sud ont acquis une vie culturelle, économique et politique propre et ont grandi à un rythme organique ailleurs au Canada. Environ 2 millions de personnes vivent dans la zone subarctique, qui est au nord des grandes villes et des villes, mais toujours en dessous du cercle arctique. Plus au nord encore se trouvaient les territoires, du Yukon, du Nunavut et des territoires du nord-ouest, qui ont à peu près la taille de l'Union européenne et se situent dans le cercle arctique. Même si ces trois territoires bordent l'océan Arctique et la frontière russe, c'est une zone qui n'est peuplée que par 122 000 personnes. Avec l'ouverture des passages arctiques et la fonte des glaces, l'Arctique canadien est beaucoup trop sous-peuplé pour maintenir ses revendications territoriales face à une concurrence mondiale de plus en plus affirmée. Pire encore, la grande majorité des 122 000 Canadiens sont concentrés et liés au marché du Sud, ce qui signifie que les revendications et les intérêts de l'Arctique canadien vont être gérés par une petite communauté. En aucune manière, cela n'est pas une stratégie réalisable. Pour comparaison, l'équivalent du côté russe est de 2 millions de personnes. C'est le nombre de Russes qui vivent près de l'océan Arctique, et ils ont activement réfléchi et se sont préparés pour un Arctique sans glace. Ainsi, à mesure que la glace fond, les termes de la nouvelle relation du Canada avec la Russie seront définis par 2 millions de Russes contre 122 000 Canadiens. Ceci sans même prendre en compte les autres concurrents, comme les États-Unis et la Chine. Donc non, le Canada a un problème, et c'est le moins qu'on puisse dire. En regardant les prochaines décennies, autrement dit, être écrasé par les grandes puissances en compétition dans l'Arctique, la Russie, la Chine et les États-Unis chercheront tous à revendiquer un droit sur le pôle Nord. Le Canada n'est pas du même calibre que la compétition pour la raison qu'il manque de bassin démographique, à moins que le Canada trouve un moyen d'élargir son empreinte géopolitique. Ses intérêts dans l'Arctique risquent d'être écrasés par les plus grandes puissances. Seul dans ce contexte, un Canada de 100 millions d'habitants aurait du sens, mais une distribution soigneuse de la population est essentielle, tout comme elle l'était pour la frontière sud. Cependant, le problème avec la distribution dans l'Arctique canadien est que les territoires respectifs ne sont pas habitables à grande échelle. Le terrain est principalement stérile, avec du permafrost recouvrant la terre. Pour ceux qui ne le savent pas, le permafrost signifie que le sol est gelé toute l'année, le rendant dur comme de la roche solide. Cela signifie que vous ne pouvez pas creuser pour l'agriculture, donc la nourriture doit être importée d'ailleurs. Vous ne pouvez même pas construire des maisons. Dans le permafrost, le terrain, le logement, la plomberie, les égouts, etc. doivent être construits sur pilotis au-dessus du sol. De toute évidence, les coûts de la logistique et de l'infrastructure sont nettement plus élevés. Les résidents actuels de l'Arctique canadien ne peuvent y vivre que grâce aux subventions gouvernementales, qui dans certaines régions peuvent atteindre jusqu'à 1000 par ménage. La plupart de la croissance de la population se produira donc non pas dans le nord et où à l'est est nécessaire, mais dans le sud surpeuplé, où des centres urbains tels que Vancouver, Toronto et Montréal sont confrontés à une bulle immobilière. La province de Québec complique encore davantage l'objectif du Canada d'atteindre 100 millions de personnes. Il n'est en aucun cas concevable que le Canada puisse augmenter sa population sans respecter l'accord quasi-constitutionnel avec le Québec, qui maintient la proportion démographique à l'intérieur du pays constante au fil du temps. Sans parler du fait que le Québec détient un droit de veto sur ce poids démographique. Ergo, si le Canada atteint une population de 100 millions, le nombre de personnes au Québec devra également augmenter pour maintenir la proportion de la population de 20%. Mais l'accord avec le Québec comporte également une composante linguistique qui oblige Ottawa à respecter la position de la langue française. Verser des millions d'anglophones au Québec va à l'encontre de l'accord et ne ferait qu'encourager un mouvement sécessionniste.
La seule façon d'atteindre 100 millions de personnes est pour le Canada d'ouvrir ses frontières aux immigrants des pays francophones, en plus des nations anglophones, afin de ne pas perturber l'accord quasi constitutionnel avec le Québec. Cela amène la dernière critique, qui est l'impact culturel. Étant donné que la plupart des immigrants pour le Québec devraient revenir des anciennes colonies françaises en Afrique, le statu quo sociopolitique du Canada serait perturbé à tous les niveaux. Dans aucun pays ou société, la culture dominante ne se laissera subvertir sans révolution. Ce n'est pas une conviction morale, mais une affirmation qui s'applique à chaque nation. La dynamique majorité-minorité, quelle que soit la façon dont on la décrit, est un sujet sensible qui peut faire dérailler la politique à long terme. Jusqu'à présent, le Canada a bénéficié d'un soutien public relativement large en faveur de l'immigration, mais cela pourrait facilement changer. Donc, les politiciens doivent rester prudents dans leur quota d'immigration, afin de ne pas transformer la politique en un problème partisan clivant. Pour ce que ça vaut, la taille démographique compte beaucoup en géopolitique, et dans les décennies à venir, elle comptera encore plus. Le Canada peut soit capituler ses intérêts dans l'Arctique, très probablement aux États-Unis, soit essayer de faire croître et de répartir régulièrement sa population, tout en prenant en compte des facteurs comme le Québec et la dynamique majorité-minorité. Aucune des options n'est sans controverse. J'ai été votre hôte, Charvan de Caspian Report. Grâce à notre communauté Patreon, des contenus comme celui-ci sont possibles. Pour participer au financement participatif, consultez les liens ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à revoir.